Terre de brassage, la Tunisie a aussi été en proie aux conquêtes. C'est ainsi que la cité portuaire de Tunis, sa capitale, s'est trouvée au cœur d'une guerre ouverte entre Espagnols et Ottomans dans la lutte pour le contrôle du commerce en Méditerranée. Et lorsqu'elle est finalement conquise, en 1574 par le puissant Empire ottoman, elle devient la régence de Tunis, et ce, pour plus de 3 siècles. Quand Tunis devient ottomane à la fin du XVIe siècle, ce n'est pas uniquement d'occupation militaire dont on doit parler, pas du tout. On doit parler essentiellement d'éléments humains, d'apports culturels. Cette influence sur ces terres nord-africaines va se faire profonde et durable. Les premiers chefs militaires ottomans, les Dey, deviennent rapidement les véritables maîtres du pays. Suivis par ceux qui seront à l'origine d'une véritable dynastie locale, les Beys, des hommes de pouvoir qui vont conduire la Tunisie vers son autonomie. Tunis, la capitale, est la première place forte prise par les Ottomans. Mais très vite, les soldats turcs s'enfoncent vers le grenier à blé tunisien, dans cet ouest semi-aride, tout proche de la frontière algérienne. Ils commencent ainsi à fixer les frontières avec le pays voisin, la régence d'Alger. La puissance militaire ottomane affronte ici les tribus locales qui contrôlent les territoires autour de la ville du Kef. Alors sur les hauteurs de ce site, les soldats font édifier une forteresse, ou Kasbah, symbole de leur domination. Le Kef, c'est une ville hautement stratégique parce qu'elle occupe une position, surtout au croisement des grandes voies de communication entre l'Est et l'Ouest, entre la transhumance, le nomadisme et le pays du blé. On a sous contrôle tout un vaste pays étendu jusqu'à 70 km à vue d'œil. Toute cette ligne, elle est surveillée à distance par cette position forte. Donc nous sommes là à 2-3 jours des frontières avec l'Algérie, qu'on voit là, qui sont marquées et balisées par des grandes montagnes. C'est grâce à cette inscription qu'on voit encastrée entre les chapiteaux de pilastres corinthiens. Là, on voit la date exacte de la construction de ce fort. À l'époque de Othman Bey, c'est-à-dire l'époque aussi où on fixait et on consolidait les frontières de la Tunisie, donc 1601. Et le second fort, le plus grand, celui qui contenait la garnison proprement turque, est composé essentiellement d'une grande cour avec tout autour des chambrées. Chaque chambrée, on l'appelait Ouza. Elle contenait jusqu'à 24 soldats avec un chemin de ronde, avec des meurtrières, soit doubles, soit simples, et des embrasures là-bas et des casemates. Les Kéfois sont très fiers de leur kasbah, de leur forteresse. C'est un monument symbole. La ville est couronnée par cette kasbah. Dans les premiers temps, un pacha est envoyé depuis Istanbul à Tunis pour gouverner la régence. Mais rapidement, les Dey, ces commandants militaires ottomans, prennent les rênes du pouvoir. L'un d'entre eux, Youssef Dey, qui gouverne à partir de 1610, transforme un quartier entier de la vieille ville de Tunis, la Médina. Autour d'une mosquée qui porte son nom, Youssef Dey fait bâtir fontaines, hammams, écoles religieuses et plusieurs nouveaux souks.
C'est la première grande action urbanistique qui a été entreprise dans la Régence et dont nous avons toujours les marques de cette transformation. La forme du minaret est alors une originalité dans le paysage. C'est le tout premier minaret octogonal à être construit à Tunis, signe de son appartenance au rite turc hanafite. Et à ses pieds, 4 souks sont créés. Là, c'était un ancien souk qui s'appelle le souk de Bchempria, c'est-à-dire donc c'est un souk où l'on vendait et on confectionnait les pantoufles turques. Nous avons également donc le souk Lafa qui se situe derrière la mosquée, réputé pour la confection du tissu de laine et de soie. Nous avons également le souk El-Berga, c'est là où on vendait les esclaves. Et maintenant, il s'agit donc du souk de l'or. Et le 4e souk, c'est le souk des Turcs, ou ce qu'on appelle le souk Turc, qui a été occupé par les tailleurs qui confectionnaient généralement des gilets et des pantalons à la mode orientale. L'artisanat textile se développe de façon remarquable, devenant une activité centrale pour la capitale. Tunis, où les fortunes s'accumulent, attire à elle toujours plus de commerçants et d'aventuriers. C'est dans ce souk que s'ouvre le café Mrabet, une adresse créée par Ali Tabet, l'ami et ministre de Youssef Dey, l'homme aux commandes de la ville. Ce café devient le lieu de rendez-vous des janissaires, ces soldats d'élite de l'infanterie ottomane. Des soldats qui étaient souvent d'anciens captifs européens convertis à l'islam. Le café était déjà consommé à Tunis, comme dans les cercles religieux soufis, mais avec les Ottomans s'ouvre ce tout premier lieu public de sociabilité. Il s'agit du plus ancien lieu de convivialité de la Médina de Tunis. Et de nos jours, d'ailleurs, il reste toujours représentatif et emblématique de la Médina pour boire un café, ou pour manger, ou également pour le narguilé, qui renvoie un peu donc à l'Empire ottoman, parce que ça a été déjà introduit à leur époque. Je fréquente assez souvent le café Mrabt, parce que déjà, ça me rappelle une époque de l'histoire de la Médina de Tunis, ça d'une part, mais d'autre part, je viens ici par moments les matinées pour travailler parce que c'est calme, avant que les gens viennent s'installer pour bavarder, pour discuter. Ici, où les soldats ont pu échanger autour du renversement du régime des Deys ottomans par les Beys. Au nord de la Médina, dans le quartier populaire de Bab Souika, trône la grande mosquée de l'un de ces beys devenus puissants, Mehmed Bey. À la fin du XVIIe siècle, les représentants du pouvoir turc et leurs familles forment une véritable aristocratie locale. La transmission du pouvoir devient héréditaire, mais malgré tout, ce monde reste baigné de culture ottomane. La particularité de la mosquée de Mehmed Bey est qu'il s'agit de l'unique mosquée tunisoise qui date de l'époque ottomane et qui dérive d'un modèle architectural typiquement ottoman importé de la métropole de l'Empire. Sa spécificité réside principalement dans sa configuration spatiale. L'espace s'articule autour d'une coupole centrale portée par 4 piliers et qui fait rappel aux mosquées ottomanes à Istanbul. En arrivant dans la mosquée de Mehmed Bey, je me sens à Istanbul. Par cette ampleur et cette liberté spatiale, je me sens que je suis un peu emporté vers un autre univers. À l'intérieur, nous notons des marques de l'influence ottomane à travers la collection de céramique qu'on peut l'observer au niveau donc, de la salle de prière. Il s'agit donc de céramiques qui ont été importées d'Iznik, un district de la ville de Bursa de la Turquie. Il est caractérisé par sa couleur bleuâtre, d'une part, mais d'autre part, par les différents motifs déployés au niveau de cette céramique, et principalement le motif de la tulipe, qui était un emblème de l'Empire ottoman. En 1705, quelques années après l'édification de cette mosquée considérée comme l'une des plus belles du pays, Hussein Bey s'empare du pouvoir. Ce fils d'un janissaire ottoman et d'une tunisienne du Kef fonde une nouvelle dynastie qui va régner 250 ans,
les Husseinites. À quelques kilomètres de Tunis, au Bardo, le palais Ksar Saïd est l'un des lieux de résidence des monarques husseinites. C'est là qu'au milieu du 19e siècle réside l'un d'entre eux, Sadok Bey, l'homme qui va signer la rupture. Dans le grand patio à péristyle de son palais, le plafond est peint à l'italienne. Délaissant l'Orient, Sadok Bey regarde désormais vers l'Europe. C'est l'État-nation tunisien qui se construit à l'époque. La Tunisie, comme régence, veut se démarquer de Constantinople. Elle reste dans un processus de soumission spirituelle, religieuse, à ce qui est la capitale de l'Empire. Mais en même temps, Tunis s'autonomise et Tunis demande à être reconnue comme une principauté à part. Et cela s'illustre par l'adoption des armes de la régence, inspirées des armes de l'Empire ottoman. Alors à la fin du premier quart du 19e siècle, Tunis finit par adopter un drapeau propre. On n'utilise plus le même drapeau que celui de Constantinople, donc Istanbul, mais on a un drapeau propre qui s'en distingue. Et l'objectif aussi, c'est de marquer une certaine distance avec l'Empire. Poursuivant l'exemple d'Istanbul, la régence de Tunis entame de grandes réformes de modernisation de son armée, mais aussi de son administration. Elle proclame même une constitution, un fait exceptionnel dans la région. Et sans en référer à Istanbul, Tunis établit des relations avec les puissances européennes. C'est ainsi qu'elle se retrouve endettée, en particulier auprès de la France. Une dépendance financière qui se transforme bientôt en dépendance politique. C'est sur ce guéridon, le 12 mai 1881, que le bailli Sedr va signer avec le général Bréard, représentant du corps expéditionnaire français, le fameux traité du Bardo, en présence de dignitaires de la cour et d'officiels français, dont le consul de France à Tunis. Ce traité est le prélude au protectorat français, qui sera instauré quelques années plus tard, et qui va ronger fortement les prérogatives du bey, et même de son gouvernement, sur les affaires locales et extérieures de la régence de Tunis. Ainsi, le lien entre Tunis et Istanbul est définitivement rompu en 1881. Et au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman perd tous ses territoires. Mais dans son sillage, il a laissé ici comme un parfum du passé. Ah, c'est marrant. Le legs ottoman, c'est aussi l'art culinaire et la gastronomie. Et l'un des mets les plus exquis de Tunis, une des pâtisseries les plus appréciées, c'est bien la baklava. Les Tunisiens sont toujours très surpris de découvrir que c'est une pâtisserie qui existe en fait dans les anciens territoires de l'Empire ottoman, notamment la Roumanie, la Bulgarie, mais aussi la Grèce. On considère pour notre part à Tunis que c'est bien une pâtisserie nationale. Ce n'est qu'après l'indépendance du pays en 1956 et l'instauration de la République un an plus tard que les beys disparaissent. Ces ultimes dépositaires de l'histoire ottomane qui appartiennent désormais au passé de la Tunisie.